Est-ce qu'il y en a qui se sont déjà sentis retenus, intimidés, qui ont déjà eu peur? Le premier titre que j'avais donné à cette présentation, la première fois que je l'avais fait, c'était « N'ayez pas peur, soyez étranges ». Alors, parlons de ce qui nous retient. Voici 7 éléments que je trouve qui sont universels, qui font peur aux gens lorsqu'ils pensent au succès. Numéro 1. Les facteurs qui font que nous avons peur d'avoir du succès. La peur de la connaissance. Alors, pour expliquer un petit peu plus, je vais vous donner une liste de 7 peurs et puis des solutions à ces peurs. Donc, peur, solution, peur, solution. Alors, la première peur, c'est la peur des connaissances. Comment est-ce que j'aborde ça? Par où je commence? Nous vivons à une époque où on n'a pas le plein pouvoir sur tout ce qu'on fait et on a des coachs pour A, pour B, pour C, pour D. Nous avons été techno-sophistiqués, ce qui fait qu'on n'est plus en mesure d'arranger notre ordinateur, notre frigo, la machine à laver, l'auto. On est plutôt dépourvu. Puis même en cuisine, on ne sait pas toujours ce qu'on fait. Alors, nous sommes devenus... nous avons perdu le pouvoir que nous avions. Nous avons perdu un certain contrôle sur nos vies. Et c'est ainsi qu'on approche le travail sur la ferme. Et tous les jours, par où je commence? Par quel bout je le prends? Puis les gens viennent me voir puis ils veulent que je les tienne par la main puis que je leur dise, là, c'est ça que tu vas faire. Demain, tu vas acheter ça. Après-demain, tu vas acheter ça. Alors, les gens viennent me voir, ils veulent des recettes toutes faites parce que on a peur. On a peur. Pour le dire en bon québécois, on chie dans nos culottes. Alors, quelles sont les solutions? Commencez par ce que vous aimez. Ne vous inquiétez pas de ce que vous ne savez pas. Commencez par ce que vous aimez. Ouvrez le regard sur plusieurs options. Lisez. Suivez vos intérêts. Suivez ce qui vous intéresse, vous. Ne suivez pas les conseils du voisin. Faites le contraire de quoi que ce soit qui s'en va vers la super techno ou l'industrie. Ce que dit l'industrie, essayez autre chose. Les conseils conventionnels sont souvent porteurs de partir dans la mauvaise direction. Je pense à mon père. Mon père avait des conseillers gouvernementaux et d'autres privés. Tous ces conseillers venaient sur la ferme et lui, il demandait comment je vais faire pour gagner ma vie. Tout le monde lui disait alors il fallait construire des silos, installer des abreuvoirs, installer ceci, construire cela. Il n'a rien fait, il n'a pas suivi aucun de ces conseils et je suis très reconnaissant qu'il ne l'ait pas fait. Commencez petit, embryonnaire. Innover avec des petites choses, avec des prototypes, pas un gros bateau. Commencez quelque part. On se fout de où? Commencez. Le mouvement engendre le mouvement. Encore une fois, nous vivons dans un temps tellement technologique que si si on reçoit pas nos instructions avec les barres sur le T puis les points sur les I, dans 5 ans, on n'a toujours pas commencé. Avec les ordinateurs aujourd'hui, on le sait, un ordinateur n'apprécie pas
que vous arriviez devant le clavier puis que vous dites ou que vous pensiez, ben là, les documents Word ont toujours apparu devant mon nez de telle façon, ben là, ça ne tenterait pas aujourd'hui d'apparaître d'une façon différente? Non. Non, 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 non. L'ordinateur, il fonctionne de telle manière et je pense que cela finit par nous intimider et à peut-être entraver notre créativité. Parce que, avouons-le, on démarre toujours notre voiture de la même façon. On met la même séquence de nombres sur le système d'alarme de la maison, le même mot de passe pour avoir accès à telle affaire. Ça prend un mot de passe de 6 caractères avec... je me souviens récemment, j'avais un formulaire de recommandation à remplir, une lettre de recommandation pour l'université, pour un de nos assistants. Puis il a fallu que j'écrive mes origines au niveau des pays. Alors j'ai mis, États-Unis. Et puis, les États-Unis, c'était pas valide. Fait que là, je me disais, ben là, on a un petit problème. C'est vrai que les États-Unis n'est pas toujours valide, mais quand même. Fait que là, j'ai mis US. US, non, ça tenait pas la route non plus. Fait que je pouvais pas remplir le formulaire. Fait que finalement, il fallait que je mette United States en toutes lettres. Fait que ce que j'essaie de vous dire en disant ça, c'est que c'était tellement prescrit d'avance et il n'y a pas de place pour bouger à droite ou à gauche. Et moi, je pense que ça finit par réduire notre intrépidité, notre habilité à sauter par-dessus la falaise et puis risquer de plonger dans le vide, ce qui est à la base de l'expérimentation. Oui, je vais sauter. Alors, ce qu'on a, c'est la paralysie d'analyse. Et on fait des chiffriers et on fait des plans d'affaires. On planifie pour 10 ans, 15 ans. Et personne n'a jamais fait un plan d'affaires qui s'est vraiment réalisé à 100%. C'est impossible. On ne s'est jamais parfaitement planifié. Jamais. Je ne dis pas que vous ne devez pas planifier. Oui, vous devriez faire un plan d'affaires. C'est une bonne idée, un bon exercice. Mais ne vous en préoccupez pas trop. Essayez des choses. Commencez avec quelque chose. Le mouvement commence à générer le mouvement. L'inertie, ça génère l'inertie. La peur génère la peur. Le mouvement génère le mouvement. Il y a de l'inertie positive et il y a de l'inertie négative. Et si vous regardez dans le monde des affaires aujourd'hui, une des grosses tendances dans le monde des affaires, c'est ce qui vous a amené ici ne vous amènera pas à la prochaine étape, mais la nouvelle, c'est que la mauvaise décision, c'est mieux que de prendre aucune décision. Si vous êtes dans une conférence d'affaires, la moitié du temps, on va vous dire ça. C'est mieux de faire une mauvaise décision que de ne rien faire. Ils ont fait de l'analyse là-dessus. Et ce qu'ils ont trouvé, c'est que c'est beaucoup plus important de prendre une mauvaise décision que de prendre aucune décision. Parce que si vous faites une mauvaise décision, au moins, vous bougez. Au moins, vous faites quelque chose. Donc, assez bon, c'est parfait. Assez bon, c'est parfait. C'est pas obligé d'être parfait. Si ça fonctionne bien, tant mieux. Et ma préférée, et vous pouvez avoir un T-shirt avec ça aussi, si ça vaut la peine de faire, ça vaut la peine de le faire mal en premier. Alors, on a tous une mémoire de grand-maman, grand-papa, qui sont là. Si ça vaut la peine de faire quelque chose, ça vaut la peine de bien le faire. Aussi bien le faire. Mais grand-maman se trompe. Pensez-y. On a Noël qui s'en vient. Et toute la famille sera ensemble pour Noël. Et voici la dernière édition. Émilie Sue, qui a 8 mois.
Elle est en couche et elle se promène par terre et tous les adultes parlent. Et Emily Sue arrive et s'agrippe à une chaise et elle arrive à cette chaise, elle prend les pattes et elle se tient debout. Mais probablement sa mère la voit. Regarde, regarde. Amélie, elle essaye de se lever. Elle est debout. Là, et finalement, elle réalise qu'elle est le centre de l'attention. Et là, elle est heureuse. Et là, elle gèle. Et elle perd l'équilibre et elle tombe. Qu'est-ce que les adultes font? Ils sont autour d'Émilie. Émilie, si tu ne peux pas mieux marcher que ça, arrête tout de suite. Parce que tu es aussi bien de bien faire quelque chose la première fois. C'est ça qu'ils disent? Non. Ils disent, wow, félicitations, on va t'aider, tant mieux, wow, c'est vraiment bien, continue. Alors, à quelque part, entre l'enfance et l'âge adulte, on perd cette la capacité pleinement libre de nous exprimer librement, d'essayer des choses. Et quand on arrive à l'âge adulte, on est tellement occupé à faire plaisir à maman, papa, faire plaisir à notre pasteur, à mon oncle, ma tante, le prof. On veut faire plaisir à tout le monde. On veut tellement faire plaisir à tout le monde qu'on est complètement incapable d'avoir cette liberté d'essayer et de ne pas avoir peur de se planter. Et on veut avoir raison tout de suite parce qu'on veut avoir des bonnes notes, on veut avoir toutes les bonnes réponses. Et on sait qu'il y a seulement une réponse. Oui, c'est ça, hein? Oui. Et donc, je veux demain. Est-ce qu'on a une belle journée, tout le monde? Oui? Alors, demain, quand on a eu une belle journée aujourd'hui, demain, vous allez retourner chez vous avec vos animaux. Il y aura de la glace et une poule morte dans le poulailler, peut-être dans votre maison, je ne sais pas. Mais ça va vous frapper. Wow, ce gars-là m'a inspiré hier. Je vais vous dire, je ne sais pas si je peux faire tout ce qu'il a dit, mais je veux que vous me promettez quelque chose. Vous allez retourner chez vous. Vous avez tous un miroir dans votre toilette, dans votre salle de bain, oui. Une des choses que vous voyez le matin, des fois ça fait peur, OK, mais que vous allez retourner chez vous, dans votre salle de bain, quand vous allez avoir le temps, et vous allez vous regarder dans le miroir demain. Vous allez vous regarder dans les yeux, vous allez dire, on va se lever les pantalons et dites, vous savez quoi? Si ça vaut la peine de le faire, ça vaut la peine de se planter d'abord. Parce que personne n'est parfait la première fois. Personne ne marche du premier coup. Personne ne parle bien du premier coup. Mais vous savez, on ne fait rien parfaitement la première fois. Ça vient plus tard. La maîtrise vient avec le temps. Donnez-vous la permission. Je vous donne la permission. Des fois, c'est plus facile d'avoir la permission de quelqu'un d'autre que de vous-même. Alors, je vous donne la permission de vous planter en premier. C'est correct. OK. Ensuite, c'est quoi la prochaine chose? La prochaine peur, c'est d'acheter du terrain. J'ai pas assez de terrain, il faut que j'en achète plus. Comment est-ce que je peux acheter plus de terrain? Où devrais-je en acheter? Combien de terrain est-ce que j'ai besoin? Où est-ce que ça devrait être situé? Tout ça. OK. Solution. Le sens d'une ferme, c'est pas le terrain. C'est ce qu'un fermier fait avec cette terre. Il n'y a rien qui est inhérent à la terre qui fait en sorte que ce soit une ferme. La terre, c'est de la terre. Qu'est-ce qui fait en sorte que ce soit une ferme au lieu d'un condo ou un parc ou une réserve faunique ou quoi que ce soit, un parc d'attractions? Qu'est-ce qui fait en sorte qu'une ferme soit une ferme? C'est le fermier. Et ça, c'est un des gros problèmes avec les efforts de préserver les terres agricoles. Trop souvent, ils sont complètement centrés sur préserver le terrain agricole, mais pas les fermiers. On passera
Alors, l'idée, c'est que on veut produire un habitat. Si on veut un terrain, une ferme qui a du succès, il faut encourager les fermiers. Comment est-ce qu'on fait ça? Une ferme mobile, on a parlé de ça. Une des personnes les plus intéressantes que j'ai rencontrées, c'était une femme à Edmonton. Elle habitait dans un condo 5e étage, n'avait pas de terrain du tout. Elle voulait une ferme, elle n'avait pas d'argent, elle vivait dans le milieu de la ville. Elle avait une amie qui avait une cour. Elle est allée voir cette amie, elle a dit, « Je veux juste faire pousser quelque chose. S'il te plaît, est-ce que vous pouvez me donner 10 pieds par 10 pieds dans votre cour pour faire pousser des choses? » Oui, oui, allez-y, prenez 10 pieds par 10 pieds. Alors, elle commence à faire pousser son jardin. Mais sa voisine regarde et voit ce beau jardin et dit, « Hey, penses-tu que ton ami veut mettre un jardin dans ma cour? Ben, je vais lui demander. » Elle a demandé. Ben oui, bien sûr. Alors, elle a mis un jardin dans sa cour. Je l'ai rencontré 1 an et demi plus tard, après son début. Et en 1 an et demi, en 18 mois, 2 saisons donc, elle était en train de cultiver près de 20 cours arrière. Elle a arrêté son travail. Elle était fermière à temps plein. Toute sa ferme, c'était des outils sur une bicyclette qu'elle utilisait. Elle avait une employée à temps partiel. C'était quoi le nom de sa ferme, vous pensez? C'était la ferme sur le terrain emprunté, ferme empruntée. Alors, ben c'est vrai, elle a réussi. La ferme mobile, l'infrastructure mobile, pas de permis de construction, pas de taxes municipales, quoi que ce soit. Alors, la ferme modulaire, commencer avec des composantes et bâtir vos modules. Ça fait en sorte que ce soit facile d'entrer et sortir. Et, ne vous excusez pas d'être intense sur la gestion, de gérer très serré, parce que toute cette infrastructure, tout ça, ça coûte cher. C'est correct d'avoir une ferme intensive en labeur, en heures de travail. On substitue les pharmaceutiques, l'équipement, l'intensité, l'énergie au lieu de notre travail. Et c'est notre travail, nos bras, notre observation, notre cerveau. On peut amener ça à nos capacités partout. L'équité, c'est dans la gestion et l'information. L'équité, c'est pas une infrastructure. Alors, vous savez, investir dans l'information, dans les connaissances, investir dans une opération de pâture, l'équité, c'est pas dans l'infrastructure intense en capital. Non, c'est dans vos capacités de gestion, de déplacer les animaux, de faire les choses qu'il faut faire. Les options pratiques, vous pouvez louer, vous pouvez plein de terrains où les gens vont vous laisser le terrain si vous vous occupez du terrain pour eux. Alors, ils cherchaient des gens qui voulaient rester sur leur terrain et ils cherchent quelqu'un pour s'occuper de leur terrain et leur faire un repas pour jour pour eux et s'occuper d'eux un peu pour qu'ils puissent rester chez eux. Et en échange, ils vous laissent utiliser la terre. C'est un bon début, souvent, parce que si votre ferme est portative et vous perdez celle-là, vous pouvez aller 1 kilomètre plus loin et recommencer avec quelqu'un d'autre, sans problème, parce que tout est portatif et vos capacités sont portatives aussi. Vous pouvez être partenaire avec des gens. Je connais des gens qui font des opérations de volailles dans des vergers ou dans d'autres opérations. Vous pouvez ajouter une entreprise à une ferme existante. La prochaine peur, numéro 3, la peur de finances, de manquer d'argent. Qu'est-ce qui arrive quand j'ai pas de chèque de paye? Quand est-ce que je quitte mon travail en ville? Est-ce qu'on peut faire en sorte que ça fonctionne rapidement? Flux de trésorerie, comment est-ce qu'on fait pour survivre de paye en paye quand on est fermier? Voici la solution. Soyez sans dette, vivre pour pas cher, coupez vos dépenses, produisez votre propre nourriture, réparez vos propres vêtements, débarrassez-vous de votre TV, jetez votre télévision.
Ça va vous donner beaucoup de temps. Réduire votre consommation énergétique, réduire l'air climatisé, restez chez vous. Vous ne vivez pas en ville, vous vivez en campagne. Appréciez la campagne. Trop de gens viennent en campagne, mais ils veulent encore vivre en ville. Les enfants jouent au soccer, font du ballet, tout le reste, et tout ce qu'ils font. Ils vivent en campagne, mais passent tout leur temps en ville, sur la route. Si vous voulez vivre en campagne, vivez en campagne. Et si vous ne pouvez pas faire en sorte que votre ferme n'est pas aussi intéressante avec le match de soccer et le ballet, vous n'êtes pas très créatif. Si vos enfants n'aiment pas la ferme, allez pêcher dans l'étang, faire des cabanes dans le bois, et faire des forts en hiver et jouer sur le terrain. Il y a plein de choses à faire, vous comprenez? C'est ça la campagne. C'est ça la campagne. OK? Appréciez la campagne. C'est bien la ville, j'ai pas de problème. J'aime le fait que les gens vivent en ville. Ils dépensent de l'argent chez moi. J'aime les gens qui vivent en ville. Mais si vous voulez être fermier, et vous voulez être fermier à temps plein, et vous voulez vivre en campagne, bien, vivez pleinement en campagne. Ça vous servirait à rien d'essayer de vivre à moitié en ville et à moitié en campagne. Parce que, vous savez quoi? Vous ne pouvez pas tout faire, OK? J'ai des mères tout le temps qui disent « Bien, on veut vivre en campagne, mais mes enfants veulent jouer au baseball et on veut aller au cinéma et on veut aller au centre d'achat tous les jours. » Et non, oubliez ça. Faites un choix. C'est trop difficile de tout faire. C'est impossible, OK? C'est un peu dur à entendre des fois, mais c'est vrai. Si vous allez en ville 5 jours par semaine, vous n'aurez pas le temps sur votre ferme. Vous n'aurez pas de succès. Achetez des choses usagées. Soyez patient. Cherchez les bonnes affaires. Allez vite. Des fois, ça coûte cher. Mettez vos finances en ordre. Ayez un coussin. Ayez 1 an de finances. Essayez de pouvoir avoir 1 an d'argent pour pouvoir vivre 1 an sans travailler. Alors, des fois, ça peut vous aider de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous devez travailler un certain temps pour ramasser de l'argent, mais ça vous permet de vous mettre pleinement dans votre nouvelle entreprise. Parce que j'aimerais mieux que vous travailliez en ville 1 an de plus et attendre pour pouvoir avoir assez d'argent, un bon coussin financier, que de quitter trop rapidement, de se lancer trop rapidement et d'être sous-capitalisé, et on joue au rattrapage constamment après ça. Comprenez? Alors, vous pouvez aussi faire un peu de travail additionnel. Si vous pouvez faire des choses pour aider les voisins, pour aider les gens autour. Et un gars que je connaissais, mais un gars dans la communauté, il avait besoin de bâtir une clôture et il allait engager des gens, il allait venir, c'était une clôture pour séparer son terrain du bois et il allait couper tous ses arbres et mettre la clôture et je suis allé voir et j'ai dit, tu sais, je pense que je peux te le bâtir à la main pour moins cher et je ne couperai même pas d'arbres et ça va aller et ça va me prendre 1 semaine, mais je pense que je peux le faire. Il a dit, OK, je vais te payer. Et je l'ai fait moins cher que la compagnie qui voulait utiliser. Je n'ai pas coupé d'arbres, j'ai fait ça à la main. 20 poteaux par jour. J'étais jeune. Ma chanson country, je ne suis pas aussi bon que j'étais, mais je suis bon aujourd'hui autant que jamais. Alors, ça, c'est Toby Keith. Alors, j'ai fait ça à la main, mais c'était comme un travail de 2000 $ qui m'a rapporté 2000 $. J'ai fait ça en 1 semaine et ça nous coûtait 300 $ pour vivre par mois. Donc, le 2000 $, c'est beaucoup pour nous. Alors, on a aidé un gars à planter des arbres. Et pouvez-vous bâtir un deck pour quelqu'un ou ce genre de choses, des petits travaux que vous pouvez faire pour faire un peu d'argent additionnel, ce genre de choses. Pensez au flux de trésorerie. Alors, ayez des éléments qui vous donnent de l'argent rapidement. C'est un des problèmes avec le bœuf, c'est un revenu long terme. Alors, employez-vous à des tâches où vous avez des temps creux sur la ferme. 4e peur, qui va faire le boulot?
Qu'est-ce qui arrive si on veut partir? J'ai pas les moyens de me payer des employés. J'ai pas le temps. Toutes des peurs reliées au fait de pouvoir faire l'emploi. Solution, aimer les gens. Aimer les gens, c'est pas un conseil agricole habituel, mais je vous le donne. On sait que bien des fermiers sont des fermiers parce qu'ils n'aiment pas les gens. Mais vous n'aurez jamais de succès à négocier, à travailler en équipe, à collaborer si vous n'aimez pas les gens. Impossible de tout faire tout seul, alors n'essayez même pas. Alors, qu'est-ce qui est important? C'est de ne pas avoir qu'une seule paire de jambes pour faire tout le travail. Ça va prendre plusieurs paires de jambes. Motiver l'équipe, j'en ai parlé déjà un petit peu. On n'a pas d'employés, mais on leur donne des commissions. Alors, même vos enfants. Alors, on pense que l'âge magique pour les enfants, entre 8 et 10 ans, c'est de partir des petites entreprises sur la ferme. Moins de 8 ans, ils ne comprennent pas trop l'argent et les mouvements financiers. S'ils ont plus que 10 ans, ils commencent à... à écouter ce que le copain à l'école a dit. Alors, il y a un âge magique. Il y a un âge magique, je vous le dis, entre 8 ans et 10 ans. Alors, nos deux enfants ont commencé leurs petites entreprises à cet âge. Même chose pour nos petits-enfants. Et puis, il y a quelque chose par rapport à votre propre royaume qui est très puissant, de nager sur la base de ses propres mérites. Donner de l'autonomie et de l'autorité à vos employés pour qu'ils puissent agir sur leur propre salaire. Même nos gens salariés ont un bonus, une option pour un bonus. Alors, Wendy, la comptable, celle qui travaille aussi notre publicité, elle peut créer n'importe quel événement qui lui vient en tête et elle reçoit 25 des profits de l'événement. Heather, qui fait des visites privées, des visites scolaires et ainsi de suite. 300 $ par exemple pour une visite de 2 heures, que ce soit une personne ou 200 élèves. Elle reçoit 250 $, nous, on en reçoit 50. Pour vous donner une idée, elle fait maintenant 100 visites par année. Nous, on n'a rien à lui garantir, mais pour chacune des visites, on reçoit 50 $ de royauté. Et cette personne-là demeure entrepreneur autonome. Alors, il s'agit d'allumer la créativité des gens envers ce qui les allume. Alors, vous voulez aussi être entouré de gens qui sont prêts à prendre des risques. Et puis, on a également des ententes avec les gens avec qui on collabore. Je n'aurai pas assez de temps pour tout vous expliquer, mais soyez assurés que vous pouvez créer en compagnie de gens qui... c'est possible de créer sans avoir des investissements financiers mutuels. Alors, Sherry, par exemple, s'était mariée, elle avait du temps libre, et puis nous, on venait de faire des essais dans la communauté avec 30 familles. Puis quand elle a vu ce qu'on faisait, elle a dit, je pense que ça m'intéresse ce que vous faites. Et puis, on ne savait pas qu'est-ce qu'elle donnerait comme personne vendeuse dans ce projet. Et si on la payait, est-ce que ce serait rentable? Ça voudrait aussi dire mettre notre belle-fille de côté. Alors, on lui a dit, écoute, on va te donner une commission. On va te payer à commission. Quand tu vends, tu fais des sous. Si tu ne vends pas, tout à son crédit, elle dit, c'est bien parfait. Je relève le défi. Et en 10 ans, elle a fait 1 million de dollars de revenus.
Et nous, aucun risque. Parce que nous, on n'avait pas besoin de rien lui donner à moins qu'elle ne vende. Moi, en fait, si elle fait plus d'argent que moi, ben tant mieux. Tant mieux pour elle, tant mieux pour moi. Alors, voyez-vous comment vous pouvez mettre sur pied des collaborations sans risque. Numéro 5, la peur du marketing. Il n'y a pas assez de gens qui vont être intéressés par ce que je fais. Les gens dans ma communauté, ils ne veulent pas ma bouffe. Moi, je ne suis pas capable de rien vendre. Puis s'ils n'achètent pas, ben ouh, c'est une façon d'être rejeté. Je vais tomber en déprime. Mais un des problèmes pour nous, c'est qu'on avait tellement le nez dans nos affaires et puis tout ce qu'on fabrique sur notre ferme, tout ce qu'on fait sur notre ferme est tellement près de notre cœur. Si on a quelqu'un qui achète le céleri du voisin plutôt que le nôtre, ben parce qu'on perd un peu les pédales, parce que, on jouait de la musique à nos poulets, on leur caressait les plumes. C'est comme une rallonge de ma propre personne, et puis on s'imagine qu'on est rejeté si on n'est pas choisi. Oh! Peur aussi que si je charge un bon prix, je suis mercenaire. Nous, on fonctionne avec une espèce d'idée préconçue qu'on doit nourrir le monde et que si on n'y arrive pas, tous les enfants au Sri Lanka vont mourir. Et on a une espèce de gros gorille, une espèce de fardeau et de poids, de responsabilité que l'on a sur les épaules. Je dois nourrir le monde. Et puis ce fardeau, on le traîne. Et ça nous donne la jaunisse quand il s'agit de choisir. Quand il s'agit de déterminer des prix. Si je mets la valeur réelle de ce que quelque chose vaut, ben mon Dieu, moi, j'ai le monde à nourrir, là. Je ne peux pas charger des prix trop élevés. Qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Qu'est-ce qu'on fait avec cette peur-là? Solution. Diversifier le portfolio. Diversifier l'offre. C'est plus facile de trouver 100 personnes qui vont dépenser 1 000 $ que 1 000 personnes qui vont dépenser 100 $. Ce qui demande le travail, c'est d'aller chercher les clients. Ils n'ont fait jamais de profit quand ils achètent qu'une seule fois. Le profit, ça commence à partir du deuxième achat. C'est ce qu'on appelle le bounce back, le rebondissement. Donc, on ne pense pas à la première vente, on pense à la première vente comme étant la marche vers la deuxième vente. Comment je vais faire en sorte qu'ils sont séduits et satisfaits et qu'ils vont revenir en courant? Donc, si vous avez un client qui dépense 100 $, vous voulez aussi savoir comment ils vont pouvoir en dépenser 200 ou 300, parce que c'est beaucoup plus facile de faire en sorte qu'un client existant va acheter davantage que de trouver un autre client complètement différent. Donc, vous allez commencer à collaborer avec les gens. Ça ne veut pas dire que vous devez faire tout ce travail-là. Ça peut être votre voisin qui vous aide. Par exemple, votre voisin qui vient puis qui va vendre des citrouilles pour vous en octobre. Donc, que ce soit les légumes, le savon, l'artisanat, le travail du bois, si vous pouvez forger des collaborations, allez-y. Alors, soit c'est quelque chose qui vient bonifier vos propres produits ou tout simplement qui permettent une diversification de votre portfolio. Payez les gens en commission. Il y a des gens qui sont très bons en vente, bien, laissez-les, lâchez-les lousses. Alors, agrégation électronique. On travaille de plus en plus avec des interfaces. C'est difficile d'avoir des caisses, en fait. Alors, regardez ce qui est arrivé avec Amazon, eBay, Kijiji. Tout ce qu'on achète en ligne, ça devient énorme et ça prend une ampleur exponentielle au fur et à mesure que le temps passe. Alors, on a l'habileté et la compétence de collaborer de manière électronique avec d'autres fermiers. Et on peut créer des vitrines sur Internet
qui ne nous coûtent pas cher et où nous sommes en collaboration avec d'autres. Chez nous, par exemple, on peut voir les commandes. Bien, une fois, très, très, très rarement, je suis debout tard le soir et je peux ouvrir mon ordinateur et je peux voir les gens qui commandent la bouffe à minuit, à 1 heure du matin, à 2 heures du matin, puis on voit l'inventaire qui change à toutes les heures de la journée. Pouf, il y a une dinde qui est partie. Pouf, il y a du poulet qui est parti. Puis on dort, nous. On dort pendant ce temps-là. C'est encore bien mieux qu'un marché en plein air où il faut avoir un kiosque. Puis cette journée-là, on n'a pas amené assez de T-bone. Mais là, il va falloir en ramener la semaine prochaine ou il va falloir que je parle à Madame une telle pour la convaincre. Alors que sur Internet, vous pouvez dormir pendant que vous faites des affaires. Pensez-y. Et donc, nous, on a fait une analyse il y a quelques années sur le coût de faire $1 de vente par Internet en fonction de nos différents produits parce qu'on a un magasin en ligne. On a aussi des points de chute physiques et concrets dans la communauté. On vend à des restaurants. Puis on a regardé nos différentes manières de communiquer avec de rejoindre nos consommateurs. Et puis, on s'est rendu compte que le magasinage en ligne, malgré les livraisons que nous avons à faire, c'était ce qui nous revenait le moins cher. Pourquoi? Parce que on n'avait pas besoin d'avoir quelqu'un qui était debout derrière une caisse. Un employé qui est littéralement debout derrière une caisse, ça coûte cher. Alors, si vous en avez, vous êtes mieux d'être occupé, mes amis. Alors, la technologie Internet, le commerce électronique peut certainement travailler en notre faveur. Puis en marketing, soyez pas trop bizarre. Oui, vous pouvez être un nudiste ou un bouddhiste, mais si vous êtes un bouddhiste nudiste, il n'y a pas personne qui va venir vous voir. Alors, un des secrets de notre succès, c'est que on n'a rien vendu qui était exotique. On n'a pas vendu de l'Autriche, des plumes. Est-ce que j'ai quelque chose contre ça? Absolument pas. Mais plus vous êtes exotique en marketing, moins vous allez attirer de consommateurs. Et avec l'exotisme, oui, tout le monde veut essayer au moins une fois, mais c'est exotique parce qu'ils ne reviennent pas une deuxième fois. C'est ce qui fait que c'est exotique. Mais ce n'est pas très bon pour nos revenus. Alors, faites des choses normales, mais faites-le mieux que le voisin. Alors, vendez des choses faciles, des biens que tout le monde veut, mais... Alors, c'est pour ça que nous, nos poulets, ils n'ont rien de spécial pour ce qui est des espèces. Déjà, on leur demande, notre consommateur, de ne pas aller à l'épicerie. On leur dit de venir les chercher chez nous. Ensuite de ça, on leur demande de faire la cuisson à partir de zéro. C'est pas pré-cuit. Puis en plus, on sait que aujourd'hui, le consommateur, là, j'ai pas vraiment envie d'avoir une poitrine aujourd'hui. Je veux ceci, je veux cela. Parce que mes recettes, c'est juste ça que j'ai en vue. Espèce de bouddhiste nudiste. Alors, en fait, plus on est étrange, moins on va vendre. Alors, Cornish Cross, c'est une espèce, par exemple, que notre consommateur recherche, puis c'est ce qu'on va lui donner. Alors, vous avez un cœur à l'Église qui fonctionne, travaillez avec le cœur à l'Église qui fonctionne. Si vous êtes en alimentation, vous n'allez pas faire de la publicité au SO local. Si vous allez chercher vos consommateurs chez SO, on a un problème. Où sont les gens qui aiment manger? Ils ne sont pas
à la station-service en train de mettre de l'essence et d'acheter leur journal. C'est qui votre tribu? C'est qui votre chorale? Puis le reste, laissez-les de côté. Et en marketing, c'est toujours le consommateur et ses besoins qui priment. La question à se poser, c'est quand vous regardez à votre marketing, votre site Web, votre logo, regardez à tout ce que vous avez fait, tout votre programme, et demandez-vous, si vous ne saviez rien à votre sujet et que vous voyez l'information en ligne, est-ce que vous achèteriez ce que vous avez à vendre? Puis, franchement, quand on se pose la question comme ça, on se dit, ouh, il y a peut-être quelque chose à changer au niveau du message, il y a peut-être quelque chose au niveau des couleurs. On aime ça parler de ce qu'on fait, mais rappelez-vous que c'est pas ce que je fais. Par exemple, nous, on a parlé de vers de terre et d'abeilles et d'herbes, mais le consommateur, lui, il n'y a rien à cirer. Il veut sécurité, je veux nutrition, je veux santé, je veux rapide et je veux que ça se fasse le bing-bang parce que là, j'amène mon fils à la game de soccer. Et si vous n'arrivez pas à atteindre, à rejoindre votre consommateur de cette manière-là, ça ne marchera pas votre affaire. Cela étant dit, je conçois et j'admets que c'est difficile. Quand je réfléchis à tout ça, il faut quasiment que je me mette dans une transe de yoga pour y arriver. Parce que j'aime ça parler de ce que je fais. Mais si j'ai des chansons, là, aïe, moi, ben vous n'allez pas être très, très intéressés. C'est vous, toi. Peur, numéro 6. Oh là là, presque plus de temps. Peur de faire des affaires. Hé, je pensais que c'était pas une bonne idée d'aller en affaires. Qu'est-ce qui arriverait si je faisais un profit? Wow, égocentrique. Il va voir que je paye des taxes. Et puis, le profit, mon Dieu, c'est la chose du diable. L'administration, les assurances, la comptabilité. Tabarouette, ça m'en fait un petit peu trop sur la tête. Les marges, les factures, si je me fais poursuivre. Toutes ces peurs qui nous montent rapidement à la tête. Alors, quelqu'un qui fait de la tenue de livre, engagez quelqu'un de bon. Ils aiment ça, faire ça. Catégorisez tout. Connaissez vos marges. Subdivisez pour que vous sachiez la performance de tout ce qui se passe sur la ferme. Nous avons 200 catégories dans notre système comptable. 200 catégories. Et notre comptable nous le dit régulièrement, on est une entreprise compliquée. Par contre, je suis capable de vous donner toutes les marges dont j'ai besoin. Je peux vous comparer les poulets entre la ferme A, entre le poulailler A et le poulailler B, et vous parlez des différences. Mon père était comptable et ce qu'il disait souvent, son mantra, qu'il a hérité lui-même de son mentor qui parlait espagnol. Alors, mon père s'appelait William. Ça donnait Guillermo ou Guillaume. Guillermo, il faut que tu l'inscrives. Il faut que tu l'inscrives parce que sinon, ça va tomber de ta mémoire. Donc, catégorisez, subdivisez, inscrivez, créez des procédures et des politiques. Alors, nous, notre carnet de procédures, pour bouger un abri, un poulailler amovible, 6 pages. Et quand nos apprentis arrivent sur la ferme, on les teste pour voir s'ils ont bien compris. On les met à l'épreuve. Soyez dans votre posture où vous êtes meilleur que le voisin. Qu'est-ce que vous faites de bien que les autres ne font pas? Ou êtes-vous distinct? Dans vos forces. Restez dans votre niche. N'essayez pas de tout faire. Restez dans votre force. Pour de l'assurance, magasinez. Et ne leur dites pas tout ce que vous faites. Parce que peut-être que ça va leur faire peur.
Rappelez-vous que vos chances d'être traîné en cours est directement proportionnelle à l'assurance que vous avez. Plus vous avez d'assurance, plus vous avez des risques d'être traîné en justice. Alors, si certains clients n'avaient pas besoin d'assurance responsabilité pour certaines choses, si ce n'est pas nécessaire, j'en aurais pas. Mais certains clients en ont besoin. Alors, on leur dit d'en acheter. Séparez votre entreprise de votre personne. Mettez tout au nom de votre entreprise le plus possible. Séparez les deux. Rappelez-vous que le profit, c'est ce qui vous garde en vie. C'est ce qui fait en sorte que vous soyez viable. C'est ce qui attire les jeunes à l'agriculture. Les profits, c'est la clé de la succession. La raison pourquoi on a 100 applications par année pour nos 10 apprentis, c'est qu'on ose utiliser le mot profit. Et je suis convaincu que les jeunes à travers le monde, intelligents, capables, enthousiastes, viendraient à l'agriculture s'ils croyaient qu'ils pouvaient faire un salaire de col blanc et être respectés par leurs parents et par leur communauté. Nous avons une vision très marginalisée, condescendante des agriculteurs aujourd'hui. C'est quand la dernière fois que vous avez entendu un conseiller à l'école dire à un jeune étudiant qui a des très bonnes notes à l'école, qui viennent pour leur dernière consultation avant le cégep en disant « Mary, wow, t'es une super bonne étudiante, super intelligente. Vous devriez être fermière. » C'est quand la dernière fois que vous avez vu ça? Les amis, je veux changer ça, moi. Je veux que cette vocation sacrée et noble soit un métier qui attire les jeunes qui sont intelligents et qui ont du talent, parce que c'est le premier protecteur de notre ressource, c'est l'agriculteur. Et c'est la clé de notre richesse comme civilisation. Si on perd notre agriculture, si on perd notre sol, si on perd notre eau, si on perd notre air, si on perd notre nature, on n'aura pas de civilisation. Et les fermiers sont les premiers protecteurs de ça. Il faut les honorer. Et j'attends le jour où toutes les mamans de soccer avec leurs petits jeunes, mon jeune joue du piano à Berveuil et le mien a gagné des prix pour le ballet et mon autre enfant a fait du théâtre et il y en a une qui dit « Mon jeune Émilie veut être fermière » et toutes les mères disent « Wow, c'est cool ». Finalement, la peur de l'optimisme. La peur de l'optimisme. On a peur de l'optimisme. Et il y a beaucoup de compagnies dans les plaintes. On est beaucoup quand on veut se plaindre. C'est facile de se mettre ensemble quand on est négatif. Le négatif attire le négatif. Le pessimisme, c'est contagieux. C'est amusant aussi. Est-ce que vous avez déjà dit, j'ai attrapé 4 lumières vertes en ligne pour revenir à la maison? Qui dit ça? Savez-vous que la planète va mourir dans 11 ans? Il reste 11 ans. Al Gore a dit qu'il nous reste 11 ans avant qu'on va tous crever à cause du réchauffement de la planète. La civilisation va s'effondrer. Je ne peux pas me permettre de réussir comme ça quand tout le monde va mourir. Il y a une vraie peur de l'optimisme. C'est quoi la solution? La solution, c'est que la vision est la fondation de tout. Concentrez-vous sur ce que vous voulez réaliser. Visualisez ce que vous voulez réaliser et ensuite réalisez-le. Si le temps et l'argent n'étaient pas un enjeu, qu'est-ce que je ferais demain? C'est ça la question. Si le temps et l'argent, ce n'était pas un problème, qu'est-ce que je ferais demain? Bien, faites-le. N'attendez pas.
faites-le. Vous savez ce qui est intéressant de cette question? J'ai jamais eu quelqu'un qui a répondu à cette question en disant, moi, je veux m'asseoir sur la plage et boire des cocktails. C'est jamais arrivé. On n'est pas des gens paresseux. Notre affirmation personnelle, notre intention, notre raison d'être, c'est en français, ça. Ça, c'est ce que je connais du français, je m'excuse. Mais notre raison d'être, c'est pas d'être assis sur la plage à boire des cocktails. Non, c'est ce qu'on aime faire, c'est comment on investit notre temps. Alors, allez faire ce que vous aimez. Si le temps et l'argent n'étaient pas importants, qu'est-ce que vous feriez? Les gens aiment les grandes missions et des causes sacrées. Les grandes missions et les causes sacrées, c'est magnétique. Ils attirent les gens. Écoutez, vous n'êtes pas juste un fermier, vous êtes un masseur écologique. OK? Vous êtes surveillant, protecteur de la ressource naturelle. Vous êtes une connexion à la terre. Vous pouvez parler comme vous voulez, mais le point, c'est que les gens sont attirés par les grandes missions et les causes sacrées. Faites quelque chose qui est assez noble pour attirer les jeunes. Nourrissez leur imagination. Qui ne veut pas sauver le monde? Qui ne veut pas faire pousser de la nourriture sacrée? Qui ne veut pas avoir des enfants heureux et en santé autour de nous? Et comme nos clients qui pincent les joues de vos enfants en disant « Notre famille dépend de votre famille pour notre bien-être et on est vraiment heureux que vous soyez là. » C'est ça qui attire les jeunes. Ça, c'est une grosse mission. Élargissez vos frontières, lisez, exposez-vous à des nouvelles choses, exposez-vous à des gens qui font le bien, qui amènent le positif autour de vous. C'est un grand monde. Et rappelez-vous que la foi, éventuellement, l'emporte sur la peur. La foi en notre destin, la foi en le Créateur, la foi en l'intégrité, la foi que c'est les gens de bonne volonté qui vont gagner, pas les grosses corporations, et la foi en l'abondance de la terre comme leçon de merci et de grâce. La foi l'emporte sur la peur. Et si on veut mettre l'accent sur ces choses, ils vont nous pousser dans la bonne direction, où on n'a pas peur de l'optimisme et on a hâte à demain et on a hâte au lendemain, parce qu'on a l'honneur et le plaisir d'être des gardiens, d'être ceux qui amènent nos communautés et notre monde et nos ressources vers l'avenir, vers une trajectoire de santé pour qu'on puisse changer le monde qui va vers la maladie et aller vers la santé. Et c'est une grosse mission qui peut nourrir l'imagination de tous les jeunes. Alors, on espère que toutes vos carottes seront droites et longues, que vos radis soient grosses mais pas amères, que vos tomates fleurissent qui affectent les tomates Monsanto du voisin. Que ici, vous avez des loups, n'est-ce pas? Oui? Que les loups soient frappés par l'aveuglement devant vos poules, surtout ceux qui ont plus que 99 poules. J'espère. Je devrais dire peut-être que les bureaucrates devraient être aveuglés par ce que vous avez sur votre ferme. J'espère que toutes vos expériences culinaires soient délectables et délicieuses, que le vent soit toujours dans votre dos, la pluie arrose votre ferme tranquillement, que vos enfants vous donnent beaucoup d'amour et qu'on puisse tous construire un nid pour tout le monde.
Alors, j'espère que vous allez avoir beaucoup de succès. J'ai apprécié votre présence aujourd'hui. Je vous souhaite tout le succès du monde. Allez en paix et merci de m'avoir reçu parmi vous aujourd'hui.